Et bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief sur le festival des jeux de Vichy 2023. Donc le festival, là c'était le week-end pro qui a eu lieu, et ce week-end-ci vous avez le week-end ouvert au public. Donc si vous savez pas quoi faire ce week-end, n'hésitez pas à aller à Vichy pour ce festival. Donc on a vu beaucoup de jeux, beaucoup d'éditeurs, on n'a pas pu faire tout le festival, il nous restait malheureusement toute la partie néo-ludis qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire, on a juste fait un petit tour juste avant de partir, on n'avait pas le temps. Mais on les a déjà vus en général au festival PEL, et puis ce sera pour un prochain festival. Alors on a eu énormément de présentations de jeux, on a pu faire quelques parties, du coup je vais parler très rapidement de présentations de jeux qu'on nous a faites, et je vais plus m'attarder sur les jeux qui ont vraiment retenu notre attention, et en général c'est ceux auxquels on a pu jouer. Ok, allez on commence. Alors, c'est pas forcément le jeu cible, de notre chaîne, mais en fait ça nous a attiré l'attention de voir là, ces patates par terre. En fait c'est un jeu qu'ils sont en train de créer qui s'appelle Patata, qui est un jeu d'ambiance où on va se lancer une patate comme ça les uns aux autres, et on doit répondre à des questions qu'il y a sur les cartes. C'est des questions un peu compliquées, il faut trouver une réponse, quand on la trouve on la lance à l'autre, c'est le principe de la patate chaude. Les petites cartes comme ça, c'est un peu sous la forme de sauce, et suivant si c'est épicé ou non, on a plusieurs points négatifs, et le but c'est d'avoir le moins de points possible. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet, si jamais ça peut vous intéresser, je vous invite à vous renseigner sur ce jeu, je crois que j'ai voilà, le jeu ici. Le flyer ici. Voilà, vous pouvez scanner, vous pouvez lire ce qu'il y a. Je passe assez vite, c'est pas notre type de jeu cible. Par contre, ah oui, quand même un petit point, les patates là, au départ j'ai vraiment cru que c'était juste un plastique, mais en fait c'est de la mousse. Du coup c'est très agréable au toucher, c'est assez réaliste, si on regarde pas trop près, parce que sinon on voit quand même qu'il y a, voilà, forcément. Mais sinon c'est assez sympa. Voilà, petit effort sur le matériel. Alors ensuite on est allé sur le stand de Ghost Dog, donc sur le stand de Ghost Dog on a déjà eu les 3 premiers jeux qu'on a pu vous présenter, et là ils ont un nouveau jeu, Motu, j'espère que ça se dit comme ça, de Scott Alms, donc c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, et là cette fois-ci c'est pas que un jeu solo, je sais même pas si c'est un jeu, je crois qu'il y a un mode solo, parce qu'avec Scott Alms on a souvent des modes solo. Bon, on va du coup chacun avoir une carte de départ, est-ce qu'on la voit quelque part? Pas vraiment l'impression. Et on va superposer, donc on récupère une carte au milieu, qu'on va superposer sur une carte de départ. On doit forcément recouvrir, hop, voilà, je fais n'importe quoi, forcément recouvrir un côté, donc là si je prends, je sais pas, cette carte, je dois recouvrir au moins un symbole qui est ici. Sur les cartes de départ, sur certaines cartes, on a une étoile, on n'a pas le droit de recouvrir. Et quand on recouvre du coup la carte, on peut la mettre dans n'importe quel sens. Donc ça c'est assez original, j'ai assez bien aimé. On a du coup au départ on commence avec des noix de coco, qui sont un peu la monnaie du jeu. Si je prends la deuxième carte, je dois mettre une noix de coco avant. Donc plus je prends une carte qui est loin, plus je dois dépenser de noix de coco. Si je prends la carte où il y a déjà des noix de coco, je récupère une noix de coco. On a, ça c'est des objectifs qu'on peut prendre. Si on est majoritaire avec le plus de cartes, avec, qui sont comme ça, donc avec de l'eau et de la terre. Dans ce cas-là, on marque 6 points. Par contre, si on l'a récupéré et qu'on n'est pas majoritaire dessus, on perd 4 points. Donc je trouve que c'est un jeu assez intéressant. On a aussi des cartes personnages qu'on va pouvoir activer pour scorer. Mais on peut aussi décider de l'activer plus tôt, parce qu'au final, le score, plus on attend, plus en général, on a des chances de marquer de points. Par contre, on peut aussi la retourner avant pour obtenir d'autres récompenses. Donc voilà, Motu, ah oui voilà, 6 joueurs, pour une partie de 30 minutes, ça a l'air assez sympa. Je crois que j'ai pas... Je crois qu'on est bon sur ce jeu. Hop. Ensuite, donc on est passé par le stand d'Arkham Society, je crois que c'est un assez jeune éditeur, qui là fait la promotion de son jeu Fake Crystal, qui est un jeu de marchandage, je sais plus les noms, les mots, où on va avoir des gemmes qui ont certaines valeurs. On va les placer sur notre zone de jeu, ce que j'ai, voilà, notre image. Là par exemple, cette gemme, elle vaut 9. Nous, on sait la valeur de cette gemme, mais les autres ne le savent pas. Donc on va la placer face cachée sur notre plateau ici. On va par exemple dire qu'elle vaut 12.
Et puis on peut également ajouter de l'argent en disant bah, si vous prenez dans cette colonne-là, enfin, vous devez me payer. Vous devez me payer 6, je sais plus, 6 de monnaie. Et ensuite, les autres joueurs, donc c'est un jeu de bluff, vont se dire est-ce que ça vaut le coup que je prenne ça? Peut-être que nous on a mis une carte toute pourrie pour leur faire croire que ça vaut, que c'est la meilleure œuvre qu'ils puissent faire et que ça nous serait très dommageable qu'ils nous la prennent. Donc ils peuvent comme ça la prendre, mais des fois on va pouvoir réussir à les avoir en mettant une tuile toute pourrie, une gemme toute pourrie. Il y en a même qui font des points négatifs assez chers. Et dans ce cas-là, bah, s'ils récupèrent, ça leur fait des points négatifs. Un autre truc qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent acheter notre truc ou récupérer juste les sous. Donc si on met, bah oui, celui-ci il va être très très cher, je mets donc là je pense que ça vaut, enfin je vous dis que ça vaut 12, mais je vous demande tel montant. Et du coup, ils peuvent se dire, bah ok ta gemme m'intéresse pas, par contre je prends les sous que t'as mis là. Donc ça sert à rien de demander trop d'argent. Je trouve ça assez intéressant. On a au milieu aussi d'un système d'objectifs où il faut être le premier à les récupérer. Je saurais plus trop dire. Et là, c'est un nombre de gemmes qu'il faut avoir. Si on a 2 fois celui-ci, on prend ça, et les autres ne peuvent plus l'avoir, etc. Donc voilà pour Fake Crystal, qui peut potentiellement vous intéresser. Alors je dis pas les noms des auteurs, c'est pas du tout pour être impoli, c'est juste pour aller un peu plus vite parce qu'il y a énormément de jeux dont il faut que je vous parle. Sur le stand de Bombix, il y a ce jeu qui m'a attiré, parce qu'on est du coup sur un jeu, alors je crois qu'ils m'ont dit initié. Il me semble que c'est initié. À voir comme ça, au départ, j'ai vraiment cru que c'était expert. Donc on va chacun avec des petites figurines qui ne sont pas extraordinaires, mais elles méritent d'être là. Qui vont représenter des ouvriers qu'on va pouvoir améliorer. Donc là, elle a une valeur de 2, mais on va pouvoir l'améliorer à 3, 4 je crois même. Oui, là, il y en a du 4. Ici, c'est notre base. Et on va pouvoir, du coup... Donc au départ, on a des graviers qu'on doit enlever pour faire de la place pour pouvoir étendre notre base. On va avoir la possibilité d'en récupérer ici. On met un ouvrier ici qui nous permet de récupérer la tuile. Mais là, il y a une petite languette. Mais on va devoir attendre que là, ça fasse tout le tour pour pouvoir récupérer notre ouvrier. Donc si on veut prendre une tuile qui est vachement bien et tout, et qu'on met un ouvrier dessus, il ne pourra plus rien faire pendant un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de ne plus avoir d'ouvrier, de ne plus pouvoir faire d'action? Pour une tuile, ça sera à chacun d'en juger. On a un système aussi d'évolution du coup de personnage, on avait vu là. Si on a dans un carré, si on a maximum 2 tuiles différentes, donc là par exemple il y a 3 jaunes, ici un bleu, on n'a que 2 tuiles différentes, dans ce cas-là on peut améliorer un ouvrier. Donc on retourne la tuile là c'est un 2, on passe au niveau 3. Par contre ici on a un vert, un bleu, 2 jaunes, dans ce cas-là on peut pas le faire évoluer. Vous pouvez voir au milieu là il y a des tout petits tokens qui sont en fait pour se souvenir des points de victoire. Il y en a, de mémoire, il y en a sur des tuiles. Là oui, ici. Vous avez un point de victoire avec cette tuile, et à chaque fois que vous fermez un carré, vous avez également un point de victoire qui se met. Ils ont voulu faire ça pour qu'on puisse toujours recompter nos points de victoire. En haut ici, c'est des objectifs, mais à la différence de beaucoup de jeux, ça va pouvoir changer. Si je suis la première à avoir 4 tuiles bleues, je récupère cet objectif-là, et je crois que ça me fait 3 points. Voilà. Par contre, s'il y en a un autre qui a 5 tuiles bleues, et ben il me le récupère. Donc c'est à nous de regarder le jeu des autres pour évoluer le mieux possible. Il y avait plusieurs tables à ce stand pour ce jeu-là, et les tables étaient complètes. Donc j'ai pas pu tester, mais sinon ça m'aurait bien tenté d'en savoir un peu plus. Il y a aussi des très chouettes jetons acryliques ici. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce jeu. Unity, et voilà, le petit flyer presse, on va dire. Ensuite, sur le même stand Bombix, c'est Elaya qui a retenu aussi notre attention, on a voulu en savoir un peu plus. C'est un jeu qui est basé sur le jeu Awale, et on va avoir... on va pouvoir récupérer une carte ici et prendre 2 ressources à la suite. Donc là on récupère, je sais pas ce que c'est, un morceau de viande et un os. Et on va du coup pouvoir après utiliser ces ressources-là
pour activer les cartes. Parce que pour le moment, on les prend en main, mais après, pour pouvoir les poser, il faut qu'on paye leur coût. Plus on avance, moins il y aura de jetons autour. Et quand une des piles est vide, on enlève un feu. Quand il n'y a plus de feu, la partie est terminée, on compte les points. Chacun a devant lui une carte personnage comme ça, qui lui permet de stocker 4 ressources. Pas 4 ressources différentes, 4 ressources. Donc il va falloir bien gérer ce qu'on prend là, ce qu'on défausse, etc. pour pouvoir activer les cartes qu'on veut. Donc ça c'est pour Elawa. Il fait beaucoup de photos. On a également vu le petit stand pour Sea Salt and Pepper, donc là c'est pour l'extension Extra Salt. Nous ce n'est pas un jeu que nous avons, mais on a énormément de bons retours sur ce jeu. Et ben voilà, sachez qu'il y a une extension qui est disponible. De mémoire c'est le prix de vente conseillé de 5 €, avec plusieurs cartes qui sont ajoutées avec des effets un peu particuliers dessus. Je m'attarde pas, je connais pas le jeu, je saurais pas vous en parler davantage. Un peu plus loin, nous avons regardé du coup Gnar, toujours sur le stand de Bambix. Ils avaient un très grand stand Bambix pour le coup, qui est un jeu sur le thème des Vikings. On va chacun avoir notre petit plateau avec notre Drakkar. On va pouvoir recruter des Vikings, et avec ces Vikings, on va pouvoir faire des expéditions, qui sont là-haut, c'est des objectifs d'expédition, qui vont pouvoir nous apporter des points ou des ressources nous permettant d'avancer sur la piste des scores. C'est a priori un jeu qui fonctionne très, très bien, qui a beaucoup d'attentes du public. Moi, c'est pas spécialement un jeu qui retient plus mon attention que ça. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Ensuite, changement de stand. Donc là, on est chez Don't Panic Games. Et j'ai trouvé cette illustration de boîte vraiment magnifique de Feralis. C'est un jeu de deck building qui est assez étonnant, qui mériterait que je regarde ça un peu plus. Donc on a chacun notre plateau, qui est un très grand plateau, hein. Il s'ouvre en 3, mais il prend vraiment beaucoup de place sur la table, pour le coup. Et il y a des cartes, vous voyez, qui ont des doubles faces. Enfin, il y a 2 cartes en une carte. C'est des cartes assez grandes, cartes de tarot, je dirais. Et du coup, on choisit le côté qu'on active. De mémoire, il y a un système de temps. Donc là, on joue la carte ici, en temps 3, ça nous coûte 3 mana, je sais pas trop les termes. Et après, il faut attendre qu'elle arrive à 0 pour qu'on puisse vraiment l'activer. Donc il y a la boîte de base, et il y a déjà 3 petites extensions. Et j'ai vu qu'il y a une petite extension sur le mode solo, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Après, ils m'ont bien précisé, c'est avant tout un jeu d'affrontement, donc à 2 joueurs. Et de mémoire, il y a également un mode 2 contre 2. Donc le gros avantage de ça, par rapport à, par exemple, l'Orcana, que tout le monde fait la promotion, je suis vraiment pas pour, c'est que vous achetez la boîte de base, vous pouvez acheter les extensions, mais d'ailleurs, vous n'allez pas vous ruiner. Une fois que vous avez ça, vous avez le jeu complet, quoi. Voilà. Et il y a suffisamment de cartes dans le jeu pour que chacun puisse faire son deck à sa sauce. Avec des extensions que je trouve vraiment très belles. Ensuite, nous avons vu Luminis, donc a priori c'est une sorte de Splendor. On va devoir construire notre cathédrale. Alors c'est que avec des cartes, que des cartes. On va pouvoir du coup poser nos cartes, et on peut également les défausser pour récupérer des gemmes qui vont nous permettre de construire davantage et plus haut. Le but, c'est d'être le premier à mettre la tête de la cathédrale. Au secours, je n'ai plus mes mots. Le festival a pris toute mon énergie, tout mon cerveau, je n'ai plus les mots. Je sais plus comment ça s'appelle. Le haut, là où il y a le clocher, quoi. Et je crois pas que ce soit le clocher. Voilà. Donc ceci, on va pouvoir vous le présenter. On a eu un exemplaire presse, donc comme ça, on pourra mieux vous le présenter et vous faire des parties. Je sais pas s'il y a un mode solo, je crois pas. J'ai pas l'impression. Ça, tac. Alors après, il y avait plein de petits jeux qui étaient présentés à côté. Donc ramen, il faut faire les meilleurs ramen avec les cartes qui sont au milieu, et on mange dans différentes assiettes. Moi c'est pas un thème que j'apprécie. Sachez qu'il existe, et voilà, je vous en présente pas plus. Ensuite, on a Marvel Remix, qui est basé sur le jeu Fantasy Realms, qui est un jeu qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Et du coup qui est thématisé sur Marvel.
Alors moi, ces illustrations-là, ces cartes comme ça, je sais pas, j'ai l'impression des cartes à collectionner de supermarché, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, le Fantasy Realms, c'est un excellent jeu. Si vous aimez Marvel, si vous aimez bien les cartes, et que vous avez peut-être pas encore Fantasy Realms, c'est bah, je vous le conseille. Je vous conseille de vous renseigner, je vais pas jouer au jeu, donc je vous conseille de vous renseigner. Ça pourrait bien vous plaire. Et puis sinon, vous prenez Fantasy Realms et c'est le meilleur jeu de l'univers. Ensuite, ça c'est pour, plutôt pour les petits, un jeu de un peu un Cluedo simplifié. Avec un rôle caché, il faut démasquer les autres. Petite boîte de jeu sur Magic, mais je ne sais plus ce que c'est. Ensuite, nous avons Let's Dig for Treasure, donc c'est à la suite, enfin c'est la suite. C'est un jeu dans le même style que Let's Summon Demons. J'espère que mon accent est à peu près bon. Qui est du coup sur un autre thème, qui est de creuser pour trouver des trésors, et je suppose qu'il y a des trucs un peu étonnants qui vont se révéler. Potentiellement, on aura un exemplaire presse du premier, c'est pas encore sûr, mais c'est possible. Donc peut-être qu'on pourra vous le présenter. En tout cas, nous l'a chaudement recommandé. Bon, c'est la personne qui présente le stand, mais elle semblait très honnête en disant que qu'elle avait adoré la boîte précédente et qu'elle nous recommandait chaudement pour passer des moments sympathiques entre amis. Sacrifice. Donc là, c'est sur le thème un peu diabolique, où on va devoir atteindre 6 points plusieurs fois jusqu'à faire 666. Un jeu qui a un peu plus retenu notre attention par rapport à d'autres, c'est celui-ci, Street of Gotham City, qui est un jeu de cartes où nous allons avoir des cartes avec des scores très élevés qui sont très intéressants pour la fin de partie, mais qui nous propose également des actions très intéressantes. Donc là, pour la petite histoire, c'est Batman qui est supposé mort, et du coup tous les vilains essayent de recruter d'autres vilains pour pouvoir prendre le contrôle de Gotham City. Donc on a plusieurs cartes qui vont chacune avoir un effet spécifique. Plus cette carte a une valeur élevée, plus elle est intéressante à garder en fin de partie, mais également à jouer parce qu'elle a des effets importants. Et ils vont également pouvoir se comboter avec d'autres cartes. Donc là, la carte 7 peut comboter avec la carte 6 pour faire des actions supplémentaires. Donc la plupart du temps, il faut déjà avoir posé la carte 6 pour pouvoir jouer la carte 7 et avoir l'effet qui est là. En sachant que c'est pas forcément l'inverse n'est pas forcément vrai, le 6 ne combote pas forcément avec le 7. Donc on va jouer ça comme ça 3 fois, et la 4e fois, c'est le retour de Batman qui remet de l'ordre dans la ville, donc ce sera celui qui a su s'imposer le plus dans la partie. Alors, changement complètement d'univers, on est sur le stand de Green Games, qui avait un jeu à présenter, qui est celui de Captain Esperanza, un jeu de navigation, où on va devoir aller le plus loin possible pour rejoindre l'Inde. On a chacun un petit gouvernail comme ça, et on va avoir jusqu'à 6 tours pour pouvoir faire des points, scorer, et gagner la partie. On a la possibilité d'avoir des objets. On va également du coup avoir des cartes qui vont nous permettre d'amasser le nombre de symboles le plus possible pour après scorer ici. Et il y a également un mode solo sur le jeu et une très belle BO, bande son, pour accompagner le jeu. C'est probablement un jeu très bien, mais il est très familial et du coup c'est pas forcément, voilà, c'est pas un jeu qu'on vous présentera, sachez qu'il existe. Et c'est déjà bien. Ensuite, alors ça, il y avait 2 étages au festival de Vichy, c'est la première fois qu'on y allait. Du coup là, jusqu'à présent on était à l'étage, et là du coup on est en sous-sol. Et c'est vrai que pour les exposants qui ont dû passer 3 jours en sous-sol, ça devait pas être très amusant. L'étage était vraiment très très chouette en revanche. Alors, chez le Crapaud Céleste, donc, qui a fait le jeu Totemix, qu'on vous avait présenté, et il va sortir un nouveau jeu qui est Ethereum. Donc on a pu y jouer, donc ça se joue de 2 à 6. Ah bah oui, bah tiens, hop, petite pub.
Du coup, il va bientôt y avoir une campagne Kickstarter, donc on vous relaiera l'information. Et du coup, si vous voulez tenter de gagner un pledge, eh ben, je vous invite à scanner le petit QR code là et à suivre les instructions qui sont indiquées. Donc voici à quoi ressemble le jeu. Donc déjà, le principe des cubes qui s'emboîtent pour faire différentes hauteurs, je trouve ça génial. Et chaque joueur a également, ce que j'ai appris, ouais voilà. Chaque joueur a également un personnage spécifique qui a ses caractéristiques propres. Il y a beaucoup d'iconographie qui sont un peu durs à prendre en main les premiers tours. Alors, on n'a pas fait une partie complète parce qu'on devait y aller après. C'est un jeu qui est assez long, je crois que c'est 1h30 quand même. Ah non, 1 heure. Bah, avec les explications, nous, ça a fait 1h30. Donc, où j'en étais chacun a son peuple, avec ses caractéristiques propres, même ici. Et avant de continuer l'explication du jeu, petite interlude pour dire que cette boîte-là, en fait, vous permet de ranger tout le matos par peuple. Donc vous fermez la boîte et ça vous fait le peuple. Et également, quand vous êtes en train de planifier vos actions, vous mettez le couvercle au-dessus, et comme ça vous fait aussi un auvent pour pas que les autres voient les actions que vous allez faire. C'est vraiment très intelligent. Donc nous allons avoir la possibilité de faire plusieurs actions. Donc ça c'est du déplacement, ça c'est de la collecte, ça c'est de l'amélioration, ça c'est des actions diverses, je ne sais plus le nom, mais il y a plusieurs actions qui sont liées, qui sont notamment liées à l'Ether, qui est la ressource principale. Et ici nous avons des actions un peu aléatoires qui vont nous permettre de déclencher, on lance des dés, et on a un bout ici, en fonction du résultat du dé, on va récupérer une ressource, une carte, ou on va pouvoir piquer des ressources à un autre joueur, et si on fait vraiment de tout petits scores, on perd des ressources, par exemple. Donc on va avoir chacun un guerrier et un collecteur, une armée et un collecteur, je crois que c'est ça les bons mots, et qu'on va pouvoir améliorer. Donc là, par exemple, mon collecteur est niveau 2. Par contre, mon armée est niveau 1 seul. Niveau 1. Donc on voit que tout le monde a un peu fait pareil, sauf les rouges. Donc c'est l'auteur du jeu, les rouges. Donc peut-être qu'on aurait dû faire pareil que lui. Et qui a, en fait, il a un peuple qui est les barbares. Donc lui, son jeu est vraiment orienté combat. Alors que moi, c'est vraiment orienté collecte. Le vert a des relances. Et le bleu a des pouvoirs passifs en fonction des autres. Globalement, c'est à peu près ça. Il y a également 2 peuples supplémentaires. Mais ce jeu, on vous en reparlera vraiment plus parce que l'auteur du jeu nous a confié un prototype pour qu'on puisse vous le présenter. Donc ça va arriver. On attend les règles finales pour pouvoir regarder tout ça. Et voilà. Donc là, je vous l'explique vraiment très rapidement. Et on reviendra dessus plus en détail. Également, ici, nous avons du coup les citadelles de chacun. Donc chacun a sa citadelle. Avec un départ asymétrique. On n'a pas les mêmes départs. Les maisons, ça va être en fait notre bouclier, ça va être la résistance de notre citadelle. Donc si quelqu'un vient nous embêter pour récupérer les cubes que nous allons mettre ici, dans ce cas-là, on va avoir une résistance par rapport à lui. Et en dessous, donc là on le voit pas, mais c'est la même chose ici, ça va être, j'ai plus le mot exact, mais ça va nous permettre de modifier nos résultats de dés. Donc c'est très intéressant aussi à faire évoluer, et chacun a évolué un peu différemment. Hop, avant de passer à la suite, est-ce que j'ai à peu près tout survolé? J'ai pas parlé des cartes. Chaque tour et même certaines actions nous permettent de récupérer des cartes à action immédiate ou pendant notre phase, il y a ça aussi qui est intéressant, qui vont pouvoir influer sur notre jeu. Ah, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Si, j'oublie quand même beaucoup de choses parce que donc chaque peuple est lié à une saison. Les saisons, on les révèle à chaque début de tour. Et en fonction de la saison qui est en cours, on va avoir des avantages suivant notre peuple. Il est où mon jeu? Là. Là, par exemple, ça, c'est l'icône de saison. Donc quand c'est ma saison, je vais pouvoir avoir +2 à ma collecte. Et je vais également pouvoir lancer un dé supplémentaire pour cette action. Si on a des armées, c'est pas pour rien. Alors les collecteurs vont, comme leur nom l'indique, collecter des ressources. Donc là, mon orange, si je dis, bah tiens, tu collectes, il va collecter des ressources +1, parce que c'est mon peuple qui permet de collecter également un orange. Une pierre. Par contre, l'armée, je lui dis, bah tiens,
quand je planifie mon truc. Là, si j'ai mis mon 1 sur le vert ici en déplacement, je peux dire, bah tiens, mon armée, je la déplace sur le vert ici, et on fait un combat. Alors là, ce serait pas mon avantage, parce que je perdrais, vu qu'il est niveau 2 et moi 1. Par contre, du coup, on va lancer les dés, et celui qui remporte le combat va pouvoir piquer des ressources à l'autre. On vous le présentera beaucoup mieux que ça quand on aura lu les règles, etc. Mais on avait tous été convaincus autour de la table que ce jeu était très bon. Donc à voir sur plusieurs parties, etc. Surtout que là, on n'a pas fini la partie. Festival oblige. Mais on avait tous envie de continuer la partie. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, retour à la surface. Où on est passé du coup au centre de Pixie Games. Où ils nous ont présenté du coup toutes les nouveautés qu'ils vont avoir ou qui viennent tout juste d'avoir. Du plus expert ou plus familial. Donc le plus expert, a priori, c'est Edge Contrived, je sais pas comment on dit, le nom est là, qui a la particularité d'innover sur le matériel, parce que là, c'est des tuiles qui sont magnétiques, donc vous allez vraiment pouvoir construire vos petits bâtiments. On va avoir des petites tuiles comme ça qui rappelleront celles d'Azul, mais c'est normal. Parce que c'est la personne, en fait, enfin, l'auteur du jeu et la personne qui travaille sur le matériel d'énormément de jeux, dont les petits cubes d'Azul. C'est grâce à lui qu'on a la chance d'avoir d'aussi jolies tuiles. Donc nous allons avoir des tuiles comme ça, et des actions qu'on va pouvoir faire à chaque tour. On va avancer, et chaque tour on va pouvoir faire des actions. Plus on attend, plus ces actions sont intéressantes. Par contre, ça peut être également intéressant d'utiliser une tuile pour la mettre sur un bâtiment et le faire évoluer. Donc ça a aussi un choix à faire là-dessus. Alors, il y avait également plein de mécaniques ici où on peut utiliser notre tuile pour se mettre sur certaines cases. Les pitchs vont très vite et je n'ai pas tout retenu de ce jeu. Il est très très beau. Mais je ne suis pas spécialement convaincue au premier regard, on va dire, de ce jeu. Surtout que le plus gros point, il semble être sur les cartons magnétiques pavimentés. Et bon, ok, le matériel du coup est intéressant, mais j'ai pas l'impression que ça invente non plus une nouvelle mécanique. Affaire à suivre, je ne pense pas que je vous le présenterai. Et éventuellement, je regarderai des vidéos d'autres et peut-être que je me laisserai tenter. En tout cas, il y avait quand même des mécaniques très intéressantes où là, on avance chacun son truc, on choisit quand on fait d'autres actions au détriment de là, notre progression ici qui nous permet d'avoir des super actions, etc. Ensuite, nous avons à côté Érudit du Tigre du Sud, qui est a priori le plus expert de la gamme. Et je ne connais pas du tout la gamme. Donc là, il y a une tonne de dés. Et on va pouvoir progresser sur plusieurs fronts. Donc ici, il y a toutes les compétences, enfin les enseignements qu'on peut avoir à l'école, les mathématiques, ça je vois même plus ce que c'est. Là, il y a la biologie, la philosophie, peut-être les mathématiques, je l'ai déjà dit, je sais même plus où c'est, la physique peut-être. Et ceci, je sais plus ce que c'est. Là, on va également pouvoir poser des cartes pour activer des effets. Et de ce côté également, il va falloir qu'on progresse pour avoir le plus de points. Il y a énormément de choses, pour moi c'est beaucoup trop complexe. Par contre, le tapis en néoprène est vraiment magnifique. Soit dit en passant. Voilà, je ne vais pas trop vous le vendre, c'est pas un jeu qui m'intéresse spécialement. Par contre, après on a Torgal, donc basé sur la BD, où on va incarner l'un des quatre membres de la famille de Torgal. Et on va chacun avoir la possibilité de se déplacer sur la map, sur la carte, et de faire des actions. Donc le but là, c'est d'empêcher le mage noir d'accomplir... ça, c'est des petits ouvriers qui tirent des trucs. D'accomplir ses plus sordides projets. Donc on peut soit directement essayer de l'affronter, mais c'est pas la bonne idée, soit on va pouvoir créer des petits incidents à droite à gauche, mettre le feu, aller voir les chefs de tribu à côté pour essayer de se rallier ou pour faire une diversion, etc. pour affaiblir le mage noir et ensuite pour pouvoir le confronter. Chaque personnage a une tuile spécifique et quand on prend des dégâts, on va pouvoir choisir
choisir où on met les dégâts. Donc ici, par exemple, on a pris voilà, une blessure, et ça, c'est nos points de vie. En fonction de comment on pose les tuiles, ça va nous dire si on est bientôt mort ou non. Parce que si on peut plus poser de tuiles, on est mort. Donc Torgal, peut-être que je vous le présenterai. En tout cas, moi, c'est le principe de jeu que j'aime bien. Donc si j'arrive à avoir une boîte, je vous le présenterai avec plaisir. Alors, Donjon Saga Origins. Alors, Donjon Saga, c'est un jeu que j'avais déjà bien hésité à me prendre avant. Mais c'était vraiment très orienté JDR. Alors que là, avec cette boîte-là, il n'y a pas besoin de maître de jeu. Donc, vous êtes 4 autour de la table, vous êtes 4 à jouer. Ça, c'est plutôt cool. Donc, il va y avoir des événements quelque part scriptés qui vont arriver. Et nous, on a nos petits personnages. On va progresser dans l'aventure. Combattre des méchants tout pas beaux, etc. Petite précision, les figurines sont splendides. Avis aux amateurs de peinture, elles sont vraiment très très belles avec beaucoup de détails, nickel. La petite boîte de base, elle est... j'espère pas dire cette connerie, je me souviens plus du prix. J'allais dire 40 €, j'espère ne pas me tromper. Il me semble que c'est dans ces prix-là. Ouais. Sinon je mettrai une information par-dessus au montage, je vais regarder après. Si j'arrive à trouver le prix, il me semble que c'était 40, mais j'ai un doute. À côté, nous avons la boîte légendaire, l'édition légendaire, qui va être en très très peu d'exemplaires. Donc c'est... voilà. Et certains chanceux arriveront peut-être à l'avoir, il me semble que c'est une centaine d'euros, et ça inclut toutes les extensions. Voilà pour Donjon Saga Origins, et peut-être que je vous le présenterai. Alors la boîte de base, parce que y a peu de chances que j'arrive à avoir une version légendaire, même si c'est vendu, hein, sans parler d'exemplaires presse ou autre. Je pense que vu le peu de nombre d'exemplaires, tout le monde va se jeter dessus. Hop, voilà pour Donjon Saga. Ça on l'a vu, je suis en train de revenir en arrière. Dominant Species, donc c'est une réédition du jeu. Ça ne m'intéresse pas, alors je passe. Si vous savez que la réédition du jeu arrive, ça vous intéresse, je vous laisse vous renseigner. Ensuite, on a Edge of Galaxy. Alors, c'était un jeu qui me tentait bien sur le papier, et puis rien qu'à voir ça, ça m'a pas spécialement donné envie. Les petits vaisseaux sont pas mal, après ils sont très très fins, mais ça a quand même le mérite de faire un tableau de jeu très sympathique. Donc on va se déplacer de planète en planète pour explorer des zones. On va avoir en quelque sorte notre équipage avec des spécificités, donc ils ont des planètes où ils peuvent aller. Là celui-ci peut aller sur la planète ici. Leur force, je sais plus ça ce que c'est. Ce qui nous rapporte peut-être. Et du coup voilà, on va explorer la galaxie pour gagner des points. Il y a plusieurs choses où on peut scorer. Donc il y a un côté très politique, un côté il me semble plus militaire, et le troisième c'est aussi, politique parce que il y a des congrès voilà, galactiques. Donc j'avais pas mal d'attentes sur ce jeu, sans forcément m'y connaître plus. Et au final, je suis vraiment pas sûre que ce soit mon style de jeu. Donc je passe. Alors on arrive sur tous les... enfin tous, non. Sur plusieurs Tiny Epic, donc il y a Viking et Donjon, ainsi que leurs 2 extensions. Donc pour la Viking, nous allons avoir chacun notre petite carte, avec plein de meeples vraiment trop beaux. Je suis très fan de leurs meeples. Et on va essayer d'avoir la majorité sur certaines zones, de développer notre village, et également de choper des runes pour avoir les faveurs des dieux. S'il y en a un qui avance beaucoup sur la piste, c'est aux autres d'essayer d'augmenter les autres dieux pour équilibrer, et qu'il n'y ait pas qu'un seul dieu qui prenne le pouvoir sur le jeu, parce que ça nous ferait perdre. L'extension Ragnarok, ils nous ont bien dit que il fallait déjà bien penser le jeu Viking avant d'ajouter celui-ci, parce que sinon c'était un peu dommage, donc ça ajoute des ennemis supplémentaires notamment. Voilà très brièvement Viking. Tac, j'avance pas dans le bon sens.
très beau ces meeples. Ensuite, nous avons la version donjon avec des figurines aussi qui sont plutôt pas mal. Pas aussi bien que dans Donjon Saga, mais elles sont quand même très, très bien faites. Alors on voit pas beaucoup. Il y a quand même pas mal de détails. Bon bah comme le nom l'indique, on va explorer un donjon et résoudre des combats, etc. Chaque joueur a sa petite carte avec les forces de ses personnages, enfin de son personnage. On va pouvoir avoir des objets et on va forcément se battre contre des gros vilains qui vont nous bloquer le passage. La version, là, cette fois-ci, elle est pour l'extension. Ils nous ont conseillé de... Bon, conseillé. On peut y jouer avec, on peut très bien jouer sans, mais on peut directement, dès notre première partie, jouer avec. Ça va nous rajouter du contenu supplémentaire qui ne va pas alourdir le jeu. Donc ça, c'est les deux Tiny épiques. Ensuite, on a des jeux d'enquête, sur Seven Sea et Nemesis. Donc peut-être que je vous présenterai l'un ou l'autre. J'ai une petite préférence, je pense, pour Nemesis parce que je connais plus, alors que Seven Sea, je connaissais pas spécialement. Mais ça a l'air sympa aussi, le pirate sans foi ni loi qui va piller tout ce qu'il trouve. Et c'est dommage, on voit pas plus. Je crois pas que j'ai en plus après. Non. En fait, quand on ouvre la boîte, on monte le donjon. Je sais pas comment trop l'appeler. Le château qu'on va essayer de piller. Donc il y a beaucoup de petits matériels dans le jeu, comme ceci. Et le livret de règles, c'est 2 pages, il me semble. Donc ça doit aller très très vite. Et puis il y en a des petites énigmes à résoudre, etc. C'est des toutes petites boîtes. C'est à peu près peut-être le même format que les Tiny Epic. Enfin ouais, là c'est carré, là c'est rectangulaire, mais globalement c'est à peu près pareil. Ensuite on a des murder parties qui se jouent de 2 manières, soit en mode enquête, on va se mettre à plusieurs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, soit en mode murder party où l'assassin peut mentir et les autres sont obligés de dire la vérité, et on va chacun un peu s'interroger et essayer de découvrir la vérité pour coincer le coupable de ce vilain meurtre. Donc il y a 2 scénarios au début qui vont être traduits du coup. Et voilà, donc ça va être en boutique également. Il me semble que c'est une quinzaine d'euros, il me semble celui-ci. Donc voilà, pour faire une soirée, ça peut être vraiment très sympa. Make the Difference, j'en parle en 2 mots. On va rajouter des traits sur la carte et les autres doivent trouver la différence. Je vous laisse trouver la différence entre ces deux-là et on verra si vous avez gagné. Il y a également ce petit... c'est une règle au final. Cette règle-là qui va permettre de dire, bah tiens, ce trait-là, est-ce qu'il est plus grand que ce côté-là? Dans ce cas, si c'est oui, on gagne plus de points. Et si c'est plus grand que ça, on gagne plus 3 points. Parce que là, il faut être un peu aveugle pour pas voir qu'il y avait ce grand trait en plus sur la feuille. Le principe est vraiment intéressant. À changement de stand, chez un plus petit éditeur, un éditeur plus jeune, qui est Contrôle Zèbre. Donc vous allez peut-être les voir. Et ils ont fait déjà... alors ils ont fait déjà 2 jeux, et il y a le 3e qui va arriver sur Kickstarter. Enfin, en financement participatif, je me souviens plus de la plateforme. Donc nous avons pu jouer à Crapule, qui est un jeu d'ambiance, avec... Oui, on a une photo. Avec un gros tas de déchets comme ça. Et chaque équipe a un profil. Donc il y a les pigeons, les ratons laveurs, les chats et... je me souviens plus du dernier. Est-ce qu'on voit pas les boîtes? Non. Bon, il y en a un autre, je me souviens plus duquel c'était. Et du coup, on a le gros tas de déchets comme ça. On va jouer nos cartes, donc on a des chapardeurs, des collecteurs et des éclaireurs. Donc globalement, les éclaireurs vont nous permettre de découvrir des cartes, les collecteurs de récupérer les cartes, et le chapardeur de piquer des cartes à d'autres ou de donner les cartes qu'on ne fait pas aux autres pour pouvoir les pourrir. Est-ce que j'ai des photos des cartes retournées? Ah voilà. Donc on va retourner les cartes, et vous voyez sur les cartes, il y a des petites mouches. Plus il y a de mouches, plus le repas est savoureux. Donc le but c'est d'avoir le maximum de mouches, et également d'essayer de collecter en fonction de la famille de cartes. Donc là c'est des poissons.
Si je récupère ces 3 poissons-là, je vais faire encore plus de points. C'est 2 points supplémentaires par carte de la même famille. Donc là, si j'avais ces 3-là, j'aurais 2 points pour cette carte, 1 pour celle-ci, 1 pour celle-ci, donc j'ai à 4. Mais celle-ci et celle-ci me rapportent 2 points de plus chacune. Donc ça me fait 4 de plus, donc au total 8. Donc c'est très intéressant de prendre ça. On va également avoir des cartes événements qui vont un peu en fonction de l'action qu'on a fait, donc fouille ou collecte, vont avoir un impact sur notre jeu, sur le jeu des autres joueurs. Il y a, pour la petite information, 4 boîtes différentes. Alors 4 illustrations de boîtes différentes. Le contenu de chaque boîte est identique, mais voilà, ils ont fait plusieurs illustrations pour que chacun puisse choisir un peu la couleur de sa boîte. Ah voilà, tac. Là, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, voilà. Là, c'est, voilà, CTRL-Z, c'est l'éditeur, du coup. Ah bah voilà, les différentes boîtes. Ah bah c'était les rats. Donc les rats, le chat, Oh, je vais pas m'en sortir. Le raton laveur et le pigeon. Ensuite, donc ça, ah bah c'est sur Ulule. Donc j'ai bien fait de me reprendre tout à l'heure. C'est sur Ulule qu'il va y avoir à la campagne. Donc pareil, ça arrive en octobre ou novembre, donc ça arrive très rapidement. On vous en parlera aussi parce que c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé. Alors, Quintessence, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'arène où on va chacun avoir notre personnage. Je sais pas de... Ah, voilà, parfait. On va chacun avoir notre personnage avec les pouvoirs, enfin, les objets qui lui sont affectés. Alors, petite information, pour le début, pour que les joueurs puissent se familiariser avec les jeux, les objets sont assignés à un personnage, mais rien ne vous empêche par la suite de choisir les objets que vous voulez et le personnage que vous voulez. Nous allons avoir notre terrain de jeu comme ceci. Donc on a la tuile centrale et chaque joueur a également une tuile supplémentaire avec son spawn. Au début de la partie, il y a le couronne qui est au milieu. Quand on l'a, ça nous donne des points de victoire par tour. Et on va se foutre la gueule les uns sur les autres avec nos objets. Donc là, on a ici du corps à corps. Avec la massue, on va pouvoir se battre. Ici, on va avoir un effet de zone. Voilà. Un effet de zone qui va du coup toucher tout le monde. Ici, on a l'arc, enfin le tir à distance qui va pouvoir faire des dégâts à un joueur qui est loin, mais dans notre ligne de vue. Et ça, c'est le lancer. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans la ligne de vue. On peut le lancer par-dessus un obstacle et réussir à taper l'adversaire. Ici, on a nos points de vie. Et là, on a un pouvoir passif qu'on va pouvoir activer pendant la partie. Ça, ce sont des... Alors, je précise, c'est un prototype. Je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais c'est un prototype. Donc, le matériel va évoluer. Donc, ça, c'est des points de victoire. Je ne sais plus à combien il faut être. J'ai un doute. Et du coup, quand on va commencer notre jeu, on va avoir un d'armure et un déplacement pour pouvoir nous déplacer sur le plateau ici. Et on va également avoir un gros paquet, mais je crois pas avoir, non. Est-ce que là on le voit? Bon, on le voit pas très bien, mais là on a nos paquets de cartes de gemmes. On va en piocher 8 au début de notre tour. Et ça va nous permettre de faire nos pouvoirs ici, sur les objets. On va pouvoir activer nos objets. Donc là, par exemple, le chapelet de Wetiri, il nous faut une gemme bleue, une gemme verte ou jaune, et une gemme rouge pour pouvoir activer l'effet. Quand on active l'effet, on gagne un d'armure, on affiche un dégât et on applique un de gelée. La gelée, ça va empêcher le joueur de, par exemple, se déplacer, de gagner une armure, etc. On a également d'autres effets, le vol de vie, donc on affiche un dégât qu'on récupère, on récupère un point de vie. La poussée, donc on va pousser un joueur d'une case. S'il va contre un autre joueur, ça fait perdre aux deux joueurs un point de vie, et s'il va contre un mur, ça fait perdre un point de vie au joueur cible. C'est très intéressant. Il y a également, alors parce que là c'est vraiment juste un jeu de baston, et on a également des quêtes comme ça qu'on pioche à chaque tour, et qui vont un peu définir, si on le souhaite, mais c'est le plus intéressant, notre manière de jouer. Donc on va devoir taper celui qui a le plus de points, on va gagner si on utilise 3 fois, faire 3 objets différents pendant notre tour, etc. Et ça va nous donner des points de victoire. À la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui le remporte. Donc voilà, donc là c'est le prototype, et du coup ça va bientôt arriver sur Ulule, et on vous préviendra quand ça arrivera, parce que nous, on a beaucoup aimé. On n'est pas très familier des jeux d'arène, je crois que c'est le premier qu'on a. Donc voilà, c'est assez cool d'avoir pu y jouer.
Alors, on change complètement d'éditeur. Cette fois-ci, on est chez Happy Meeple Games qui ont déjà plusieurs jeux. Donc, ils sont néerlandais, il me semble, de base, et qui font également, du coup, des jeux en français. Ouais, voilà. Donc, il y a Génotype qui est assez intéressant. Sur la botanique, donc on va chacun avoir notre petit carnet. Et on va avoir un certain nombre, donc on va avoir 3 actions, 3 petites pelles hein, qu'on va pouvoir utiliser. Et on va pouvoir les placer sur le plateau. Donc là on va pouvoir poser ici pour trafiquer un peu les résultats, pour avoir plus de chances d'avoir ce qu'on veut. Ici il va y avoir des dés qu'on va pouvoir récupérer pour les placer dans notre recherche de descendance. C'est un peu bizarre comme libellé, je me rends compte. Qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour compléter notre fleur et pouvoir faire des points. Donc ça nous ferait 11 points. On va pouvoir augmenter notre nombre de cases disponibles. Donc on va rajouter une case, on pourra prendre 4 dés. On va pouvoir récupérer des pelles supplémentaires pour avoir plus d'actions possibles. Il y a des pelles un peu de partout, des actions un peu de partout. Les autres améliorations, je m'en souviens plus là, et les visuels me permettent pas, par la qualité des visuels, parce que la photo est toute pixelisée, ça me permet pas de voir exactement de quoi il s'agit. Ici, on va pouvoir récupérer du coup les plantes qu'on va souhaiter faire germer, et ici, ça va être des objets qu'on va pouvoir récupérer pour avoir des bonus à un moment donné. Voilà. Il me semble que ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti ce jeu-là. J'avais déjà vu plusieurs fois, donc voilà. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus en détail là-dessus. Ah, peut-être que là, je vais voir un peu mieux. Bah, là, je crois que ça me permet... Ah oui, recruter un assistant. Bon, on les voit pas là, mais il y a des cartes assistants qu'on va pouvoir garder tout le long de la partie. Et ici... Nouvelle parcelle. Ah oui, ça va me permettre de prendre des fleurs supplémentaires. Un peu comme les emplacements de dés. Génotype. Voilà, là, on peut voir les assistants ici. Ensuite, à côté, je me souviens plus le nom du jeu. Rider. Donc on va faire de la plongée pour récupérer des trésors oubliés. Donc on va avoir chacun aussi notre petit plateau de jeu. On va lancer les dés dans la boîte. Est-ce que j'ai une photo de la boîte de jeu? Je ne crois pas. Non. On va lancer les dés dans notre boîte et chaque dé qui arrive sur une zone de coquillage nous permet de poser le dé dans la zone de coquillage. Ensuite, on va pouvoir dire, bah tiens, ce dé-là j'utilise, bon bah je récupère ce coquillage, et après, quand j'utilise ce dé-là, j'ai un 6 ici, je vais pouvoir poser l'un de mes ouvriers, de mes plongeurs, sur la case 6 ici. Ça va me permettre de récupérer une tuile trésor, qui correspond à l'épave que je suis en train de fouiller, et par la suite, je vais également pouvoir, quand je vais me faire éjecter, probablement par un autre joueur, arriver sur la case ici qui va me permettre de récupérer les coquillages. Quand on arrive là, du coup, on récupère nos trésors. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on les laisse cachés et on les met ici, soit on les dévoile et on les met là. Et on va progresser pour faire un maximum de points. Si on a 3 différents ici, on marque 3 points. Et on monte petit à petit. On commence par le bas et on monte. Si en haut, on arrive à avoir 3 différents aussi, on marque 6 points. Donc c'est pas mal. Ici, donc quand on prend notre trésor et qu'on le laisse face cachée, on va pouvoir... Là, ici, on a des cartes objectifs ici. Si on arrive à faire... Donc là, il nous faut un jaune, un marron et 2 violets. Si on arrive à les avoir, donc quel que soit l'ordre, on va marquer 6 points de victoire. Si on arrive à avoir dans le même ordre, on va pouvoir également avoir une récompense ici. Comme action qu'on va également pouvoir faire, on va pouvoir construire notre aquarium. Donc on prend le bas de l'aquarium et après on met autant de milieux qu'on veut. Puis on va pouvoir fermer l'aquarium avec le haut de l'aquarium. Chaque aquarium vont nous coûter un certain nombre de ressources, mais ils vont nous rapporter des points de victoire. Quand on arrive en haut de l'aquarium, qu'on pose notre dernière tuile, par exemple ici, chaque étoile de mer vont nous rapporter 2 points de victoire. Donc on va regarder toutes les étoiles de mer de notre aquarium, et chaque étoile de mer de notre aquarium nous rapporte 2 points de victoire. On a la possibilité de jouer à ce jeu de 2 niveaux différents.
il y a le niveau, on va dire, plus familial, qui va être celui-ci. Donc on va pouvoir convertir un coquillage en 2 points de victoire et un autre coquillage en joker, pour pouvoir convertir l'un de nos trésors en une autre couleur. Et on va également avoir un mode plus avancé, qui va nous permettre, avec ce coquillage-là, je ne connais pas les noms de tous les coquillages, de modifier la valeur d'un dé de +1 ou -1. On va également pouvoir piocher 2 fois deux trésors en dépensant un coquillage, de l'utiliser comme un joker, ou c'est quoi ça? Ah oui, ou de jeter l'un de nos trésors qui nous embête pour prendre un objectif, par exemple ici. Un point qui est intéressant, c'est que là, par exemple, je prends un des 2 que je n'ai pas là, et je pose mon ouvrier ici. Dans ce cas, l'ouvrier à droite, enfin le plongeur à droite et à gauche vont également piocher un trésor. La mécanique est intéressante, parce que comme ça on se dit « Ouah, c'est trop bien en fait d'être le premier à s'être placé là, ça me donne plein de trésors, c'est trop cool. » Oui, sauf que si là, il vous faut que 2 marrons, et que l'adversaire vient se mettre sur le 2 et vous fait piocher un marron alors qu'il vous en fallait pas, il va falloir que vous utilisiez un coquillage pour changer la valeur. Je trouve la mécanique très intéressante. Après, ça fait un peu... la thématique fait un peu, à mon sens, enfantin. Mais elle a l'avantage d'avoir 2 modes de difficulté, donc potentiellement vous pouvez jouer avec des enfants dans sa version simple, ou avec des... je dis avec des enfants, mais ou avec des personnes qui ne jouent pas souvent. Et entre joueurs un peu plus experts, de jouer avec la version plus avancée. C'est un jeu qui a gagné un festival belge, je me souviens plus du nom du prix. Et franchement, je trouve que ça sort de l'ordinaire, avec pas mal de possibilités. J'avance un petit peu parce que ça fait déjà plus de 50 minutes que je parle. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Applejack, donc c'est un jeu qui est déjà sorti, il y a déjà des vidéos dessus, alors peut-être l'autre aussi, mais l'autre je l'avais pas encore vu. Là, Applejack, on va... alors ça se joue de 1 à 4 et les plateaux de jeu, donc ça c'en est un, ça c'en est un autre, se retournent. Donc ça c'est celui pour 1 joueur, et là on voit le petit bonhomme ici, et là c'est pour 3 joueurs. On va, alors au tout début de la partie, le dé il est sur 1 et il va progresser de zone en zone. Nous, de notre côté, quand on avance, tac, on va pouvoir choisir de prendre une tuile d'un côté ou de l'autre et de le placer sur notre jeu. Quand on place sur notre jeu, il est où notre jeu? Ah oui, c'est ça notre jeu. On va le placer où on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les tuiles, vous voyez, il y a des ruches sur les côtés et des pommes au milieu. Enfin, des fruits, parce que c'est pas, je crois que c'est pas... Quoique si, c'est Applejack, donc c'est peut-être que des pommes. Pour les ruches, ça va être un peu la monnaie. Si j'arrive à connecter mon 7 au 4 ici, par exemple, je vais marquer 4 points, pour toujours la plus petite valeur. Si là il y a un 6, je connecte après plus tard mon 6 à un 7 là, je récupère 6 points qui sont là. Ça fait aussi les points de victoire, ces points. Et du coup, sur les tuiles, il y a d'autres informations. Donc il y a les pommes. Si les pommes... on va prendre là. Ici, le cube, le dé, pardon, va avancer de 1 et il va passer par-dessus toutes les pommes marron. On va regarder sur notre jeu, et ça pour chaque joueur, on va regarder sur notre jeu et voir combien on a de pommes qui sont reliées. Et on va on va récupérer l'équivalent en points de miel qu'il y a ici. À la toute fin, on voit pas trop là, mais ah si c'est là, il y a une fleur. Et vous voyez sur certaines tuiles, il y a des fleurs aussi. Et quand on a des fleurs liées de tuile en tuile, on va pouvoir les multiplier par 2 pour avoir également le plus de points possible. Donc là, c'est notre score total. Et puis on fait ça pendant 3 tours. Et au bout de 3 tours, on va calculer notre score. Alors le scoring est un peu particulier. Il y a des multiplications, des soustractions, des divisions. Je sais pas, j'ai pas trop compris le scoring, qui m'a l'air un peu compliqué. Mais bon, peut-être qu'en lisant les règles, je comprendrai mieux. Alice Garden, le jardin d'Alice, en référence à Alice au Pays des Merveilles. On va tous avoir un petit plateau comme ça devant nous, et on va avoir pour tous les joueurs un sac. Enfin, des sacs au milieu de la table. Le premier joueur choisit dans quel sac on va piocher les tuiles. Donc là, le premier joueur dit, bah tiens, on va piocher dans celui-ci, donc on révèle le nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs plus 1 qu'on va aligner sur la table.
Chaque joueur va pouvoir prendre une tuile et placer sur son plateau. Sur les tuiles, il y a des images. Ah, on n'a pas de photo des images. Qui vont avoir un comportement particulier, enfin un scoring particulier. Le pion d'échec va nous faire apporter 5 points s'il est sur une carte d'échec. Les champignons vont nous rapporter en fonction du nombre éloigné, qui ne se touchent pas. Là où les roses vont nous faire gagner des points si elles sont toutes alignées. Si on en a 5 alignées, elles nous rapportent 25 points. Les cartes vont nous permettre, si elles sont adjacentes, de pouvoir récupérer un jeton qui fait seulement 1 de taille. Donc ça va nous permettre de combler les trous et potentiellement de scorer également. Je trouve le principe pas mal, mais alors moi la thématique ne m'attire pas du tout. Un autre jeu qu'on voulait beaucoup voir, c'était Huns, donc c'est un jeu sur des poules. Enfin c'était surtout un livre qui voulait voir, parce que moi la thématique ne me plaît pas spécialement non plus. C'est un jeu un peu de puzzle, où on va voir... Hop. Donc on va voir nos poules et on va les placer, donc il y a des règles de placement. Là, la poule a été mise ici. À côté, on peut mettre une carte de la même couleur ou une carte d'une couleur différente, plus ou moins 1. Donc là, par exemple, il a mis du vert, et après, au-dessus du vert, il a mis une poule qui est d'une autre couleur, mais elle est à 6. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que maintenant... alors là, il a plutôt de la chance, parce qu'il va pouvoir mettre... enfin, plutôt de la chance. Ouais, tout est parfaitement sous contrôle. Mais il va pouvoir mettre un 5 ici, et ça fonctionnera. Par contre, s'il avait, par exemple, un 3 ici... et un 6 là, il pouvait pas mettre une carte de 4 ou 5. Donc il était obligé de mettre au moins l'une des couleurs. Donc ça serait, donc si on a dit que c'était un 3 et là un 6, ce serait soit un 4 jaune, soit un 5 jaune. 5 vert, pardon. Soit un 4 jaune, soit un 5 vert. Enfin, bref, un peu compliqué à expliquer comme ça. Et à la fin de la partie, on va compter le nombre d'œufs. Et il y a également un scoring particulier avec les deux jeux. Les poules là, avec les médailles rapportent également des points de victoire. Si on n'arrive pas à poser une carte, on va la poser face cachée. Et face cachée, du coup, c'est le poulailler. Par contre, le poulailler fait perdre des points. On a également le coq. Alors, plus on arrive à faire un grand groupe de poules, plus elles vont nous rapporter des points. Par contre, le coq, il faut qu'on le mette sur un groupe qui va pas être le majoritaire. Et ça nous rapportera des points aussi. Le scoring est assez intéressant, ça n'a pas l'air d'être un jeu trop compliqué non plus. Et du coup, on va pouvoir vous le présenter parce qu'on a pu avoir un exemplaire. Donc Aurélie pourra vous présenter le jeu davantage et vous montrer une partie solo. Voilà, donc ça devrait arriver également. Ah bah tiens, les photos n'étaient pas dans l'ordre. Donc là, on est revenu sur Alice Garden où on voit les tuiles qu'on peut avoir avec les images qui sont affichées. Ça, c'est le jeton de premier joueur. Parce que quand on choisit un sac, le premier joueur met du coup le chapeau devant. Et c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser ce sac au prochain tour. Donc le joueur suivant, devra forcément prendre dans un autre sac et ainsi de suite. Il y a également un mode solo sur ce jeu. Où à chaque fois qu'on prend dans un sac, le sac est indisponible jusqu'à ce qu'on ait fait les 5 sacs. Alors, j'ai vu au loin une grosse boîte, qui est celle de Skyrim. J'étais un peu étonnée, mais j'étais pas au courant qu'il allait y avoir une boîte Skyrim qui allait sortir. Du coup, je suis allée voir un petit peu ce que c'était. Alors, la photo est un peu bizarre parce qu'elle est prise à l'envers et je vous l'ai remise à l'endroit, donc c'est un peu bizarre. Mais on retrouve bien la charte graphique avec là les grottes, je crois que c'est les sanctuaires ou cela, c'est un petit moment que j'ai pas joué à Skyrim. Mais voilà, le jeu a l'air très ressemblant au niveau des illustrations. Les figurines sont très belles aussi. On va avoir des événements aléatoires qui vont nous permettre d'avoir des quêtes spécifiques. C'est un jeu narratif. Donc on va avoir... Hop, dans la jolie boîte. On va avoir vraiment une expérience spécifique à chaque campagne. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ah oui, il y avait... j'avais pris cette photo-là parce que... j'ai vu qu'il y avait un mode tutoriel sur le jeu, donc je trouve ça plutôt cool pour prendre en main parce que ça fait peur. Ils nous ont dit que c'était pas expert, c'était plutôt initié. C'était pas très difficile, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en main, mais enfin beaucoup de
de choses à voir, mais en soi, la stratégie n'a pas l'air d'être très complexe pour pouvoir remporter les parties. Tac. Alors, une petite photo d'une partie du livret de règles, on peut voir un peu les combats, donc offensifs, défensifs et des actions spéciales. Il y a également toute une partie sur le marché, on va pouvoir échanger avec les autres joueurs, on va pouvoir acheter à des marchands, etc. On a des petites boîtes là pour sauvegarder notre progression. Il me fait rigoler parce que c'est... si le petit demain il est à l'école, on peut sauvegarder dans la boîte. Donc ça doit pas être un jeu très compliqué, si des enfants peuvent y jouer. Le plateau aussi, le plateau qui est intéressant. Là, du coup, on a la force, la mana et je sais même plus ce que c'est. Peut-être l'endurance. Je sais pas non plus. Voilà. Donc, jeu à suivre. Je crois qu'il va être dans les 120 €. Ah, c'est une grosse boîte. Hein. Et il va également y avoir sur Borderlands. Bon, ça, c'est vraiment les jeux... moi, je ne vais pas me les procurer. Je vais attendre de voir les avis. Et si vraiment c'est le jeu de l'année, j'irai peut-être. Mais sinon, les jeux à licence comme ça, je me fie toujours un petit peu. C'est souvent fait pour les gens qui ne jouent pas beaucoup aux jeux de société. Pas tout le temps. Mais souvent, c'est pour justement les faire venir dans ce milieu. Ensuite, on a Siege of Valeria, donc on n'a pas eu de présentation du tout de ce jeu-là, mais c'est un jeu solo, du coup, sur le thème de Valeria. Donc ça, on va essayer de se renseigner sur le jeu, et puis on pourra vous en reparler. Ensuite, chez Schmitt, on a Café Del Gâteau, donc beaucoup en parlent. Le matériel est très sympa, je reconnais. Après, il faut aimer préparer des cafés, voilà. Bon allez, le principe, c'est que on va pouvoir récupérer une tuile qui est ici, en payant le coût de la tuile qui est en face. On récupère la tuile et puis on la met le plus bas dans un de nos cafés, en suivant les indications qui sont notées. Donc là, il nous faut un marron, là il faut un marron, un blanc, etc. Une fois qu'on l'a rempli, on va pouvoir faire une action qui est de vendre, et quand on vend, on va pouvoir récupérer du scoring ici. Plus on récupère des hauts chiffres là, et mieux c'est. On va pouvoir prendre du gros score qu'il y a ici. Si on met de 4, on va pouvoir récupérer les 4. On peut prendre une tuile de score plus faible. Si j'ai 8 et que je prends un 5, je vais pouvoir prendre la différence en argent. On voit au bout ici le tableau qui dit combien on vend. Et il y a la petite subtilité des saveurs différentes. Sur les tuiles, ici, on en a plusieurs. On a le froid, le chaud, je sais plus quoi. Ça, c'est un sucre, ça. C'est un point négatif. Et du coup, en fonction, si on en a un seul, dans ce cas-là, on va faire du gros score. Si on en a 2 différents, ça va être un peu moins bien, on va nous l'acheter moins cher. Et si on en a 3 différents, bah, parfois, c'est même pas vendable. C'est pas possible, je pense. Ça doit pas être possible. Ouais, c'était pas possible. Mais bon, si on en a qu'un, là, ça fait 6 pièces, et là, on en a 3, ça en fait qu'une. Donc il vaut mieux réfléchir avant de faire n'importe quoi avec son café. Le matos, c'est sympa. Maintenant, il faut aimer l'univers, etc. Moi, ça me passionne pas. Donc, je passe. Petit tour chez Yellow, rapide, parce que j'avais déjà pu voir leur jeu à PEL. Alors j'ai vu ce jeu-là, le Château Blanc, qui est un peu la suite de la Cathédrale Rouge. Je trouvais les illustrations super machin et tout, puis quand j'ai entendu la présentation, j'ai pas tout suivi de la présentation, mais ça m'a pas du tout donné envie. Donc je me renseignerai par moi-même. Mais voilà, je trouve les illustrations magnifiques. Ça me donne envie d'en savoir plus, mais je sais pas, la présentation, il y avait des trucs à faire dans tous les sens, je sais pas. Moi, ça m'a perdu, ça m'a pas du tout intéressé. Tac. Du coup, l'arrière de la boîte, pour ceux que ça intéresse. Voici. Avec les avis de Entrejeux et la barricadée. Et bien sûr, un mode solo. Ah, Heredity. Alors, ce jeu, on a... vous m'en avez beaucoup parlé. En me disant que c'était l'un de vos jeux les plus attendus potentiellement.
Ça fait 2 ans, je crois qu'ils font des festivals pour présenter le jeu, etc. Et je me suis dit, bah allez hop, on va se renseigner un peu sur ce jeu. Alors très clairement, et c'est totalement assumé, ce n'est pas un jeu expert, c'est un jeu narratif pour tous. Voilà, tout le monde peut y jouer, c'est simple, il n'y a pas... y a rien de difficile, le but c'est de vous faire vivre une histoire. Comment ça fonctionne? Alors, je dois avoir... Ah oui, c'est pas dans l'ordre. Alors, ouais, on reviendra après dessus, si j'oublie pas. Tac. Donc on va avoir nos petits personnages. Dans tous les cas, on joue forcément 4 personnages. Donc on joue tout seul, à 2, à 3, à 4, on a 4 personnages. Si pendant la partie, il y en a un qui, ou pendant la campagne, il y en a un qui ne veut plus participer, ce n'est pas grave, vous allez jouer un personnage en plus, collectivement, ou l'attribuer à quelqu'un, etc., pour pouvoir continuer la campagne. Et la personne peut se rajouter en plein milieu de la partie, ce n'est pas embêtant non plus. Donc on va commencer, donc ça c'est le premier scénario, où on va devoir trouver Swan et s'enfuir. On a nos personnages qui sont sur les tuiles et on va pouvoir explorer. Là ça nous dit si vous voulez aller explorer là-bas, vous prenez la carte 114. Donc on prend la carte 114, on la révèle et ça nous dit ici, bah tiens si vous allez jusque là, vous allez pouvoir fouiller et quand vous fouillez, vous prenez la carte 115. Là c'est pareil pour la chambre, avec une petite alerte ici. Donc, ça c'est une carte qu'on va mettre dans la pile des événements. Et on va voilà, explorer. Donc là il y a des escaliers, donc on monte à l'étage ici, on explore, touc. On a l'extérieur qui est là, on a des petites pièces comme ça. Ces petites pièces, c'est pour pouvoir améliorer les objets. Là, par exemple, le personnage de Selena a un couteau. Elle va pouvoir, si elle a réussi à avoir 5 pièces détachées, elle va pouvoir améliorer son couteau et pouvoir faire plus de dégâts ensuite. Comment fonctionnent les combats? C'est assez simple. Là, le couteau va permettre de faire 4 dégâts. Hop là. Il va pouvoir permettre de faire 4 dégâts. Le vilain tout pas beau, on voit pas sa carte là, il a un certain nombre de points de bouclier et de points de vie. Quand on va décider d'attaquer, on va révéler une carte... elle est où? Là. C'est des cartes karma qui vont avoir différentes valeurs. Donc là, par exemple, ça nous ferait plus de à notre lancer de dés. Donc on fera plus de dégâts que ce qui était prévu. Par contre, des fois, on peut se louper un peu. Et on aura un mauvais score qui peut nous faire louper notre attaque. Pas bien, mais on a dit que ça, c'était un jeu narratif. Alors la narration, elle est où? Alors j'ai beaucoup de photos. Ah, là, on en voit un bout en haut. Tac. Ça, c'est là... je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est la frise du temps. On va avoir un petit sablier qu'on va faire avancer de case en case. Donc là, la carte famille, c'est la carte pendant laquelle on va pouvoir jouer. Donc on fait tous nos actions. Nos actions, c'est les petits jetons là qu'on va mettre sur notre personnage. On va pouvoir voir quelque chose, discuter avec des gens, faire des actions avec la main ou combattre, donner un coup de pied ou se déplacer, etc. On va pouvoir avoir des objets, on va pouvoir avoir de l'armure, un casque, etc. On va pouvoir se stuff un peu pour que ce soit sympa. Une fois qu'on a tous fait nos 3 actions ou plus, il y a des événements qui peuvent nous en faire gagner et d'autres qui peuvent nous en faire perdre. C'est au tour de la carte suivante. Donc on déplace la carte et ça... Non mais oh. Ça, c'est les combats. Mais... Là. Ça, c'est la carte combat. Donc là, il y a des petites araignées. Je sais pas s'ils y sont encore en jeu. C'était le moment où on a réussi à les vaincre et qu'on n'était pas encore passé sur la carte. Donc on a des petites araignées qui vont être sur le plateau de jeu et qui vont venir nous attaquer. Donc elles ont un déplacement et des dégâts et elles ont également une petite spécificité. Les araignées nous empêchent de nous déplacer. C'est pas forcément le cas de tous les ennemis, mais celle-ci oui. Quand il n'y a plus d'araignées et qu'on arrive sur cette carte là, on défausse la carte. On va également avoir des cartes qu'on va piocher. Là par exemple Selena, alors je m'en souviens. Selena a une carte spéciale qui fait que quand l'une des personnes de sa famille est gravement blessée, ça active quelque chose. On a un peu la même chose pour le père, Jamal. Je crois que la mère a aussi quelque chose, je crois. Je sais plus ce que c'est. Bref, après, je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, chaque personnage peut être affecté par l'histoire d'une manière différente.
Tout à l'heure, ici, on a vu qu'il y avait des alertes. Là, il y a une alerte ici qu'on a ajoutée dans notre carte des événements. Je crois, je sais plus quelle carte c'est. Il y a une carte qui nous fait justement, donc ça c'est notre paquet d'événements, et il y a une carte qui nous dit bah, piochez-en de nouvelles et mettez-les sur la frise. Donc on va pouvoir avoir un premier aperçu. On va nous dire, dans la chambre ici, on entend quelque chose un peu bizarre, on entend des gens rôder, on entend un bruit, un cliquetis, quelque chose comme ça, qui vont pouvoir nous donner quelques informations sur ce qui va se passer après. Et dès que notre sablier arrive dessus, ça va déclencher la carte. Donc, ici, ça fait exploser la chambre, il y a d'autres endroits, il se passe d'autres choses. Je ne vais pas vous spoiler davantage, mais voilà pour le principe. Alors, on avait de la chance parce qu'il n'y avait personne après nous. Du coup, on a pu quasiment faire tout le premier scénario. Il y en a 5. Et on avait vraiment envie de continuer, mais au bout d'un moment, bah, il faut aller voir d'autres stands. Donc on s'est arrêté là, mais c'est un jeu qu'on apprécie beaucoup. Et je vais voir pour pouvoir me procurer un exemplaire. Pour information, donc là forcément il sera à Vichy, mais il sera également à l'Octogone. Il me semble que c'est fin septembre, voilà, s'il y en a que ça peut intéresser, n'hésitez pas, a priori il y aura de la place pour jouer. Petite précision du coup sur le jeu, il y a 5 scénarios, il y aura une petite extension à côté qui va en rajouter, et la boîte va coûter dans les 50 €, si je dis pas de bêtises. Il va également, du coup, à chaque fois, en fait, il va y avoir une grosse boîte, une petite boîte. Et le prochain scénario, ce sera sur la thématique des cow-boys. Donc on ne sera pas que sur du post-apocalyptique avec Heredity. Voilà, voilà. Je reviens un peu en arrière. Donc ça, c'est les personnages où on peut mettre nos actions. Pour vous parler d'Outlive. Donc là, il y a une version complète édition avec l'extension Underwater et le mode solo. Qui va être bientôt disponible. Nous, c'est un jeu qu'on avait beaucoup apprécié. On l'avait loué. Et peut-être qu'on se procurera du coup cette version complète édition. Je n'ai pas le prix. Là, 50 €. Sortie prévue le 24 novembre. Voilà, pour l'information. Hop, on avance. Letty, waouh, tout plein de photos. Beaucoup de photos. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Il s'est perdu. Ok, dernier jeu, on a bientôt fini. Ça fait plus d'une heure, bientôt 1h15, là, je crois. Que je parle. Dernier jeu que j'ai à vous présenter, c'est Air Postal. Est-ce que j'ai une photo de la boîte? Ah, Air Postal. Bon, alors déjà, moi, je suis passée à côté, j'ai vu ça. Comment ne pas s'arrêter face à un jeu qui nous propose un plateau joueur comme ça? La carte ici, elle se change, puis après, du coup, ça vous change les trucs ici. La carte là, elle se change aussi. Ça, c'est une petite, un peu comme une horloge, vous savez, une aiguille, et hop, vous tournez tout. La qualité du matos, quoi. Également, est-ce qu'on a une photo là? Là-bas, on a les petites maisons qui nous servent de pioche. C'est incroyable. Alors, ce qu'il n'y a pas dans les versions, parce que du coup, il y avait un Kickstarter, ce qu'il n'y a pas dans les versions classiques, c'est le bouquin ici. Un bouquin qui retrace beaucoup de choses, l'histoire des avions, l'histoire des pilotes, parce que c'est un jeu aussi historique qui se passe sur des faits historiques, qui a l'air très complet, ça a l'air incroyable. Je sais plus quel est le prix de vente du bouquin. Pour le jeu, c'est une 60aine d'euros. Et on n'a pas non plus les petites boîtes de métal qui étaient spécifiques pour le Kickstarter. Sinon, je crois que tout le reste, c'est le cas. Alors ça, c'est le plateau d'extension qu'on a en photo. Je pense pas qu'on ait l'autre. Non, on n'a pas l'autre. Ça, c'est celui de l'extension qui est à part, forcément. Alors, le principe, on a notre aviateur, on a notre avion au départ qui va être tout pourri. Et notre objectif, ça va être de faire le plus d'exploits possible. On va devoir parcourir le monde et réussir à faire des parcours potentiellement les plus risqués. On va devoir... c'est un jeu de prise de risque. On va devoir essayer d'aller le plus loin possible, sans pour autant se cracher, parce que plus on se crache, plus on prend de la honte. Et c'est pas le but. Nous, on veut toute la gloire du monde. Donc on va pouvoir voyager de lieu en lieu. On va pouvoir améliorer notre avion et également notre personnage en débloquant je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour la fatigue. L'endurance, c'est peut-être de l'endurance. On va pouvoir augmenter l'endurance ici pour avoir un maximum, pour pouvoir voyager de plus en plus loin.
pour avoir des sous, parce que quand même, nous, on va utiliser, ça c'est le carburant, on va utiliser du carburant pour voyager et tout. Bon, il nous faut de quoi financer tout ça. Je cherche les cartes, j'ai pas l'impression que... On n'en a pas pris en photo. C'est peut-être ce qu'il y a là-bas. Ça a l'air d'être des personnes. Bon, on va pouvoir livrer du courrier, parce que après tout, c'est notre travail. Mais le courrier va pas forcément être le plus intéressant, donc après, on aura du courrier diplomatique. Le courrier diplomatique va valoir plus cher, donc dans ce cas-là, ça va être plus intéressant. On va également pouvoir avoir de la contrebande. Par contre, quand on passe à certains endroits, il y a un douanier. Et le douanier, du coup, c'est un autre joueur qui pioche une carte au hasard, et si elle trouve la contrebande, on doit payer une amende. Donc c'est, voilà, je trouve ça intéressant. Le fait qu'on puisse se faire avoir, bah là on a un priority letter. Ah oui, c'est ça, les courriers qu'on doit vendre. Donc on peut récupérer tout comme ça. Et la contrebande, je trouve ça vachement intéressant comme principe, ça rajoute un peu de tension. Sur le fait, si tu y arrives, tu gagnes beaucoup. Par contre, si tu te loupes, bah, t'as l'air un peu con et tu perds des sous. Il y a également un mode solo, donc moi ça m'intéresse, les modes solo. Et le mode solo, ça va être par exemple, en fait, on va choisir nous notre compagnie, notre pilote, et on va choisir aléatoirement le pilote du bot. Le bot, on va définir son parcours, on voit pas, mais il y a un truc pour définir son parcours, qui va prendre le chemin à chaque fois le plus court. Et à chaque fois que nous on avance, lui il avance de 1, etc. Et il va très vite scorer. Quand il arrive au bout, il a gagné. Il y a des spécificités. Alors pour le bot, non, il n'y a pas de spécificité, il avance, lui il s'en fiche. Mais en parlant du bot, ça m'a fait penser que notre voyage ne sera pas de tout repos. Là, l'avion rouge, s'il décide d'aller ici, je sais pas ce que c'est, Guam, je n'arrive pas à lire, il va ici, il va devoir à chaque fois lancer le nombre de dés en fonction de là où il va. Alors les bleus, c'est les plus simples, il n'y a pas de souci. Après, il y a les verts, c'est un peu plus compliqué. Les blancs, c'est dans la neige. Et la neige, bah, c'est quand même un peu éprouvant, surtout pour le pilote. Après, on a le désert. Alors, le désert, on n'en parle pas. Et les rouges, c'est les plus compliqués, les plus difficiles à passer. Il faut être vraiment taré pour les faire. Et on prend beaucoup de risques en faisant ça. Mais en général, ça en vaut la chandelle. Ici, quand on va passer là, ça nous fait 3 blancs, mais ça nous rapportait 6 points de prestige. Et forcément, plus on a de prestige, et plus on se rapproche de la victoire. Donc ça, voilà, un jeu très très intéressant. Moi, quand on me parlait, on sentait toute la passion derrière leur jeu. C'était vraiment impressionnant. Et puis, ils nous racontaient toutes les anecdotes sur les pilotes, etc., qui sont dans le bouquin. Et moi, ça m'a complètement transporté. J'ai récupéré une boîte de base. Donc ce sera pas ce plateau-là, ce sera celui de la boîte de base. Et comme ça, je pourrais vous le présenter. Très certainement faire une partie en solo aussi. Et puis on va commencer par un petit unboxing parce qu'il y a quand même du très chouette matos à vous montrer. Tac, je crois qu'on a fait le tour. Air Postal. Du coup, oui, Air Postal, l'auteur, c'est le même auteur, enfin, l'un des auteurs, et le même que The Great Race, qui est déjà bien connu et bien apprécié par les joueurs. J'ai pris des petites photos de Transperce Neige. C'est un jeu qu'il faut que je me renseigne davantage. Alors, on était vraiment sur la fin, on n'avait plus beaucoup de temps pour demander des informations. Mais c'est un jeu qui peut également bien me plaire. Donc ça, c'est le plateau de jeu de Transperce Neige. Et une fois n'est pas coutume, une petite photo de Diluvium, un jeu que j'attends beaucoup. Il y a eu personne là, je crois, pour Notes où ils étaient occupés, je sais plus. Mais en général, chaque fois que je passe sur leur stand, je leur dis bah alors, ça en est où Diluvium? Donc, est-ce qu'ils ont mis une date ça? Et normalement, c'est pour début 2024. On verra si c'est le cas avant le Cannes, normalement. Donc voilà. Et on a fait du coup le tour de la présentation des jeux, alors plus ou moins précis suivant les jeux, etc. Globalement, les jeux qu'on va vous présenter là rapidement, c'est Air Postal, et Etherfield. Donc le jeu... Ouh là là, il y en a beaucoup.
trop de photos, trop de photos. On va vous parler également de Crapule. Ah, arrivé. Voilà. Ah, Ethereum, donc c'est celui-ci. Luminis, qu'on avait vu au tout début. Et est-ce qu'on en a d'autres? Ah bah oui, Hens, le jeu de poule. Et je crois que pour le moment c'est tout, c'est déjà bien suffisant à ajouter à tous les jeux qu'on voulait déjà vous présenter avant. Je pense que c'est bien suffisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que vous allez avoir plein de retours différents suite à cela. On a beaucoup aimé le festival de jeux de Vichy. C'est très différent de PEL, ils ont chacun leurs avantages et leurs... ouais, pas vraiment d'inconvénients en fait, parce qu'on s'amuse à chaque fois. Là, si l'inconvénient c'est que comme c'est en intérieur, c'est très bruyant. Et du coup, PEL, c'est en extérieur, c'est moins bruyant. Par contre, quand il fait pas beau, et ben vous prenez la flotte. Voilà, il y a des avantages et inconvénients partout. Alors, c'était vraiment super. On a fait de très belles rencontres et c'était très sympathique. Je peux que vous conseiller d'y aller ce week-end ou une prochaine année pour tester des jeux et vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci et à bientôt. En attendant, amusez-vous bien.